Erev Tov, shalom à toutes, shalom à tous. Il est 6h02, heure d'Israël. Et on est très content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manito, qui a invité le Rav Shaul David Bochko pour nous parler de la Shemitah. On a quelques jours de Rosh Hashanah, une 7e année qui s'annonce, une année de Shemitah. Et on va aborder la question de où est-ce qu'on peut acheter des fruits, des légumes, où est-ce qu'on doit acheter, comment ça se passe tout ça. C'est parfois un peu flou, puisque voilà, c'est pas chaque année, c'est une fois tous les 7 ans. Et donc, on va avoir 2 cours sur le sujet. Le premier cours, c'est tout de suite avec le Rav Bochko qui a accepté de donner ce cours pour Midreshet Yehuda. Toda Rabba Rav Bochko et Bechavod. Shalom. Alors, effectivement, le premier cours, c'est où acheter pendant l'année de la Shemitah. Et le deuxième cours, ça sera comment s'occuper de son petit jardin à l'année de la Shemitah. Alors, d'abord, je vais rassurer tout le monde. Parce qu'avant l'année de la Shemitah, moi, combien d'histoires. Ah, il faut acheter chez les goy. Ah, ça, c'est une opinion. Un autre qui dit non, 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 il faut utiliser les heter mechira, l'autorisation de la vente. On dit non, mais enfin, c'est pas possible, c'est pas bien ça. Alors, troisième solution, Otsara Aretz. C'est encore une troisième solution qu'on va tâcher d'expliquer. Et puis, chacun qui a sa solution, cette solution, c'est la bonne. Et puis, ceux qui pensent autrement, eh bien, ils sont à côté. Alors, je vais rassurer tout le monde aujourd'hui, quelle que soit la solution que vous prenez, vous êtes des bons juifs. La vie est belle, Baruch Hashem, on se dispute pour trop peu, pour des choses qui ne valent pas, qui ne valent pas la peine. Chaque solution a son avantage, a son désavantage, et puis chacun, il peut choisir, et puis même, il peut utiliser les 3 solutions qui existent sur le marché, enfin dans le monde ilchatique. Alors, on va commencer par rapporter les versets qui parlent de la Shemitah. Vous me permettez de faire share screen? Oui, vous avez la main, Bochko, vous pouvez le faire. Je peux le faire. Voilà, share screen. Comment je fais ça? Tac. Et voilà, vous êtes avec moi. On voit les psukim de Parshat Bahar. Dieu a donc parlé à Moïse au mont Sinaï en disant, eh bien, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous entrerez dans le pays que je vous ai donné, la terre se reposera, Shabbat la Hashem, un Shabbat pour Dieu. 6 ans tu vas semer, et 6 ans tu vas élaguer, et tu vas récolter ta récolte, et la 7e année, Shabbat Shabbaton yel haaretz, ça sera un jour du Shabbat pour la terre. Shabbat la Hashem, Shabbat pour Dieu. Eh bien, ton champ, tu ne sèmeras pas, et ta vigne, tu n'élagueras point. Tu ne couperas pas ta récolte comme on la coupe habituellement, et tu ne couperas pas tes raisins comme on le fait habituellement. Voilà, c'est une année shabbatique pour Dieu. Et cette année-là sera pour vous pour manger, toi, ton serviteur, ta servante, ton employé, tes habitants qui habitent avec toi, et même pour alors, ça sera pour tout le monde. C'est-à-dire, l'année de la Shemitah, voilà les lois de la Torah. L'année de la Shemitah, il ne faut pas travailler. Il ne faut pas travailler la terre, il ne faut pas semer, il ne faut pas élaguer les arbres. Et voilà, il ne faut pas récolter comme on a l'habitude de récolter. Ce qui pousse de soi-même, voilà ce que nous dit la Torah, eh bien c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de riches et de pauvres. Tout le monde a le droit de manger. Donc moi, si j'ai un jardin, l'année de la Shemitah, il y a des pommes sur mon pommier, eh bien, moi je peux en prendre 1 ou 2, eh bien le voisin peut en prendre, et puis n'importe qui peut venir prendre des pommes de mon pommier. C'est pour tout le monde. Voilà ce que la Torah nous enseigne. Alors, il est bien entendu, avant de parler si c'est une mitzvah à notre temps ou non, que le monde a changé et qu'aujourd'hui, il y a 5% d'agriculteurs, même moins, 2% d'agriculteurs en Israël, et puis l'agriculture, c'est devenu une industrie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller se nourrir en allant ramasser chez un voisin ou quelqu'un qui a un jardin des pommes, des oranges ou des fruits, sans parler des légumes sur lesquels il y a un problème particulier.
Un pays doit bien entendu fournir de la nourriture à ses habitants, c'est son devoir premier. Et par conséquent, la manière dont la Torah nous propose de manger la 7e année, eh bien, elle n'est de toute façon pas possible aujourd'hui. Même si Shemitah, Sémina Torah, tout ce que l'on veut, nous vivons dans un monde différent. Un monde différent où la nourriture elle est distribuée par les grands par les magasins qui vont prendre des nourritures et en Israël et à l'étranger. On en parle aujourd'hui d'avoir des réformes pour diminuer les impôts sur l'importation de la nourriture. De toute façon, aujourd'hui, nos marchés, on ne sait pas si ça vient d'Israël, si ça vient de nos voisins arabes, si ça vient de la Palestine. Le consommateur, pour le moment, ne sait pas. On veut faire une loi où ça sera marqué la provenance de la nourriture. Cette loi n'est encore pas passée. Alors voilà la difficulté de faire Shemitah à notre époque. Les gens doivent manger, eh bien, ils ne peuvent pas aller, comme la Torah nous le dit, cette année-là sera pour vous à manger, il y aura du manger en suffisance qui pousse tout seul, vous aurez des fruits en quantité, allez vous servir chez vos voisins. C'est évidemment pas possible. Alors on a un problème, comment faire la Shemitah aujourd'hui? Maintenant, donc quelle que soit la solution qu'on va trouver, il faut trouver une solution qui n'est pas exactement ce que la Torah nous a proposé il y a 4000 ans à cause de la changement de notre situation de vie, notre manière de vivre. Maintenant, il est très important de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah de Shemitah à notre époque ou bien la Shemitah dépend du temps où tous les Juifs sont en Israël, toutes les tribus se trouvent en Israël. Alors, il y a cela, une grande discussion dans la Gemara. Et on va commencer par cela parce que c'est un point extrêmement important. Pourquoi c'est important? Parce que si c'est une mitzvah de la Torah, contourner ou trouver des solutions, il khatik est plus difficile que lorsqu'une loi est mise de Rabbanan. Plus facile. Donc, c'est important de savoir si vraiment il y a Shemitah aujourd'hui. Alors, en vérité, il y a 3 opinions parmi les décisionnaires, les shonim. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah de la Torah aujourd'hui. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah des sages. Ça, c'est l'opinion majoritaire. Et il y en a qui disent qu'il n'y a pas du tout de Shemitah d'aujourd'hui. Bien, nous allons voir la source de cela. La Mishnah nous dit, dans le traité de Moed Katan, que Mashkin bet hashalchin b'moed ou b'shvi'it. On a le droit d'arroser. Bet hashalchin, c'est un champ qui est irrigué par de l'eau, qui ne vit pas uniquement de la pluie, pendant Chol HaMoed et pendant l'année de la Shemitah. C'est ainsi, voilà ce que la Mishnah nous enseigne. Et la Gemara s'étonne. Ouais, comment ça se fait qu'on a le droit d'arroser l'année de la Shemitah? Eh bien, en l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler. Pourquoi c'est permis d'arroser? Alors, la Gemara répond, Omar Abaye bishvit bizbanazé. C'est Shvi'it à notre époque-là. Le Rébi, c'est l'opinion de Rébi, de Tanya qui nous a enseigné. Rébi Omer, Zed varashmita shamot, bishte shmitot akatub daber, achat shmitat karka, achat shmitat ksafim. Alors, la Gemara nous enseigne, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais selon les commentateurs, l'explication est que lorsqu'il y a eu le Yovel, eh bien, il y a la mitzvah de Shemitah. Lorsqu'il n'y a pas de Yovel, il n'y a pas de la mitzvah de Shemitah. Alors donc, à notre époque, puisqu'il n'y a pas de Yovel, eh bien, il n'y a pas de Shemitah non plus. Alors, voilà. Maintenant, est-ce que c'est une obligation des Rabbanan? Alors là, il y a discussion entre les commentateurs. Il y en a qui ont compris qu'il n'y a pas du tout de Shemitah. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus lentement. C'est que selon certains, eh bien, il n'y a pas de Shemitah au temps du Beth Amikdash. Il y avait une Shemitah midrabanan. Aujourd'hui, il n'y a pas de Shemitah du tout. Ça, c'est l'opinion des sages du sud de la France, du Iri et d'autres. Et puis, pour beaucoup,
la Shemitah est une obligation de Rabbanan, comme il ressort dans le sens simple de cette Gemara. Il y en a qui disent non, 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 c'est Minatora, parce que Rébi, ce n'est pas l'opinion de tous, il y a les sages qui sont en marcoquette avec eux, et la halakha, elle est comme eux. Alors, nous avons trois opinions de savoir, parmi les Rishonim, s'il y a la Shemitah aujourd'hui. L'opinion majoritaire, c'est qu'il y a Shemitah midrabanan, et ça, c'est l'opinion du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est donc Rabbi Yosef Karo, écrit dans le chapitre Shinam Talef 331, dans le Beit Yosef, il explique là-bas que Trumot et Maasrot, et également Shvi'it, sont midrabanan à notre époque. Pourquoi midrabanan? Alors, pour certains, la raison, elle est parce qu'il n'y a pas de Yovel, il n'y a pas de Shemitah. Pour d'autres, mais ça revient au même, parce que tous les Juifs ne sont pas retournés en Israël, et ça, c'est une condition. C'est une condition intéressante, parce que ça vient nous dire à quel point la sainteté de la terre est liée au peuple qui s'y trouve. Alors, lorsque il y a une sainteté éternelle d'Eretz Israël, et puis il y a une sainteté supplémentaire pour les mitzvot. Et cette sainteté supplémentaire pour les mitzvot, pour beaucoup d'entre elles, pas pour toutes, mais pour un grand nombre d'entre elles, eh bien, elle dépend de la présence du peuple juif en Eretz Israël. Donc, plus on est de nombreux, plus la situation va se compliquer parce qu'il risque de devenir minatora. Alors, mais à notre époque, on considère que la mitzvah de Shemitah, elle est mise de Rabbanan, l'obligation des sages. Alors, pourquoi c'est important? Parce que la Gemara nous dit, les gens vont se poser la question, mais on va faire comment pour manger? Alors Dieu dit, l'année de la 6e année, je vous donnerai des récoltes en triple. Vous en aurez pour 3 ans. Alors, bon, c'est très bien pour le blé, c'est pas très bien pour les légumes, mais en fait, la nourriture essentielle étant le blé, vous en avez pour 3 ans, donc vous n'aurez pas de problème de vous nourrir. Alors certains ont écrit, ça c'est quand la bénédiction de la mitzvah minatora. Lorsque la mitzvah elle est midrabanan, quand la mitzvah elle est midrabanan, nous n'avons pas la bénédiction. Aussi, la question de savoir qu'est-ce qu'on va manger, parce qu'on est retourné dans notre pays et qu'on n'est pas quelques poignées de personnes, mais qu'on est des millions et des millions de juifs, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, comment est-ce qu'on fait pour nourrir tout le monde? Voilà la question. Alors, à cela, comme j'ai dit en introduction, il y a 3 réponses, 3 solutions. De manière caricaturale, on peut dire que la solution, mais c'est caricatural, hein, c'est pas, moi je ne fais pas des compartiments des juifs, mais la solution haridite est de prendre chez les non-juifs. La solution générale est d'utiliser Heter Mechira, et la solution, ceux qui sont Haridi Leumi, c'est de faire Otsar Bedin. Et on va expliquer les 3 solutions et les problèmes que chaque solution soulève. Alors, la première solution, puisque nous, on n'a pas le droit de travailler la terre, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont pousser. Ce qui va pousser au Golan, je ne peux pas aller le chercher. Je ne peux pas aller le chercher, je ne peux pas me servir de quelques pommes, d'aller chaque 2 semaines voir s'il y a une pomme, une orange ou quelque chose qui a poussé quelque part. On va acheter chez les non-juifs. Et qui sont les non-juifs? Les non-juifs, c'est des Israéliens, citoyens israéliens qui sont des paysans, qui ont des terres. Et puis, c'est nos voisins qui habitent sur la terre d'Israël, mais qui ne sont pas soumis à nous. Ça vient de Gaza ou de la Cisjordanie. Et puis, ça peut être des non-juifs d'Égypte, ça peut être de la Jordanie, puis ça peut être de l'Inde, ça peut être de la France, ça peut être des États-Unis. En fait, toute l'année, le pain que nous mangeons, pour la plupart, nous avons du très bon blé en Israël, mais la plupart des pains, la plupart de la farine en Israël aujourd'hui vient, je crois, des États-Unis ou de Russie. Je crois que c'est des États-Unis que cela vient. Et par conséquent, toute l'année, on ne mange pas on n'a pas de problème l'année de la Shemitah pour le pain, parce que de toute façon, l'essentiel du blé vient de Chutz Laaretz. Parce que le blé ne se pousse pas si on ne le sème pas. Donc, on ne peut pas avoir de blé en Israël si on ne travaille pas la terre l'année de la Shemitah.
Alors, cette solution, beaucoup ne l'aiment pas. Parce que, disent-ils, voilà, on met en danger les agriculteurs juifs d'Eretz Israël, que pendant une année, personne ne va acheter chez eux. À ce moment-là, les non-juifs, eh bien, ils vont acheter encore des terres parce que, voilà, ils ont l'occasion de pouvoir faire une bonne affaire puisque les gens sont obligés d'acheter chez eux. Et de ça, on met en péril l'agriculture en Eretz Israël et on renforce la présence juive en Israël. Donc, niet, mauvaise solution. Voilà. Maintenant, c'est une solution quand même, mais voilà. Et pourquoi certains disent que cette solution, elle est mauvaise, elle n'est pas bonne, elle n'est pas élégante? Eh bien, elle porte atteinte au fondement de l'idée du retour des Juifs en Eretz Israël, qu'on se nourrit de nous-mêmes et qu'on ne dépend pas de nos voisins qui sont parmi nous ou qui sont un petit peu éloignés. Voilà donc la première solution, la plus simple, et c'est celle qui est utilisée par beaucoup. Là, beaucoup déjà depuis 100 ans, encore avant le Rav Kook, lorsque le début de l'agriculture s'est posé en Israël, d'abord, il n'y avait pas seulement la question du consommateur. Le paysan lui-même dit: qu'est-ce que je fais la 7e année? Je travaille ma terre, je ne travaille pas ma terre. Je laisse ma terre à l'abandon. Je fais confiance à Kodesh Baruch Hu. Je ne fais pas confiance. Comment je fais? Eh bien, déjà à l'époque, de grandes discussions ont eu lieu. Et la solution qui a été proposée, c'était le Heter Mechira, l'autorisation de vendre. Alors, vous connaissez ça tous grâce à Pessah. Pessah, nombre d'entre nous gardons du Hametz dans notre armoire. Une bonne bouteille de whisky très chère, on ne veut pas la jeter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on n'a pas le droit d'avoir du Hametz à Pessah, ce n'est pas un interdit de Rabbanan, c'est interdit de la Torah. Encore aujourd'hui, il n'y a personne qui discute que c'est un interdit de la Torah. C'est on le vend à un non-juif. Voilà, c'est ça que l'on fait aujourd'hui. Hein, on vend à un non-juif. Voilà, ça c'est là. J'arrive pas à me remettre. Tac. Donc, j'espère qu'on me voit. Voilà. Alors, ça c'est la solution la plus, la solution qu'il faut d'ailleurs expliquer comment ça fonctionne. C'est-à-dire, on essaie de copier les termes Mechira du Hametz. Alors, comment fonctionne les termes Mechira du Hametz? On vend un non-juif. Alors, à l'époque, au début, les gens avaient un voisin non-juif, eh bien, ils sortaient le Hametz de leur maison et le mettaient chez le voisin. Et puis ensuite, on a trouvé que c'était un petit peu compliqué. Alors, on a dit, le voisin, il peut venir prendre ce qu'il veut. Mais on lui donne la clé. Et puis maintenant, on ne lui donne pas la clé, on écrivait, s'il veut, il peut trouver la clé à tel et tel endroit. Aujourd'hui, on ne se fatigue pas de faire une chose comme celle-ci. Tout simplement, j'arrive pas à trouver comment je suis. Petit problème technique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, je ne me voyais plus. Vous me voyez encore? Ça marche? On vous voit, on voit très bien. On voit très bien. Vous m'entendez? Vous avez encore besoin de l'écran ou pas? Non, je n'ai plus besoin de l'écran. Oui, vous voulez encore les mécorotes ou on enlève? Pas pour le moment, je n'ai pas besoin. Ok, alors on va enlever l'écran. Vous pouvez continuer. Voilà. Ok. Voilà. Alors, donc, la solution qui a été donc proposée, de faire comme la vente du Hametz. Alors, cette vente du Hametz, c'est une vente juridique où la volonté de nous, c'est de vendre pour ne pas faire l'interdiction d'avoir du Hametz. Et la volonté du non-juif, il gagne un petit peu d'argent parce que quand on rachète, on va racheter un petit peu plus cher et il va gagner 100 shekels, 200 shekels, 200 euros, et puis voilà, quelque chose comme ça. Et c'est ainsi que beaucoup de gens utilisent la vente du Hametz avant Pessah pour ne pas avoir du Hametz à Pessah tout en ayant. Non?
C'est ce qu'on appelle une combine, mais qui est permise, puisqu'elle est rapportée dans la halakha. Alors, il y a certains qui n'aiment pas tellement cette solution. Ils disent c'est peut-être vrai pour un magasin, pour quelque chose qui n'est pas le chametz qu'on consomme chez soi à la maison. Mais finalement, cette solution, elle existe. Et très nombreux, nous sommes parmi tous ceux qui sont là, qui utilisent cette solution. Alors, la Mechira, eh bien, elle va vendre la terre pendant une période qui est limitée dans le temps, pour 2 ans. Donc, cette terre, pendant cette période-là, elle appartient aux non-juifs. Comme elle appartient aux non-juifs, et si ça appartient aux non-juifs, est-ce que ça aide? Alors, parce qu'a priori, cette solution, c'est pas sûr que ça aide. Le fait que tu as vendu la terre à un non-juif, maintenant, est-ce que les produits de cette terre n'ont pas la sainteté de l'année de la Shemitah? Peut-être que oui. Et puis, finalement, il y a aussi un problème de vendre la terre. Parce qu'il y a un verset de la Torah dans la Parsha de Vaïtran qui nous dit « L'otochonem ». Le sage, il commente ce verset en disant « Le titelaem chanaya bekalka ». Ne leur donne pas une possession en terre d'Israël. Alors, c'est bien compliqué notre affaire. Alors, ce n'est pas une bonne solution. Alors, ceux qui ont été pour cette solution, eh bien, ils ont expliqué qu'en fait, comme Shemitah est aujourd'hui Midrabanan, eh bien, lorsqu'on vend la terre à un non-juif, elle n'a plus de sainteté. Alors, il faut savoir qu'il y a une discussion dans la Gemara si vendre une terre à un non-juif, eh bien, supprime les mitzvot qui dépendent de la terre. Si vous achetez des légumes chez un arabe qui les avait poussés dans son jardin, est-ce que l'on doit faire Trumot ou Maasrot? Discussion dans la Gemara. Eh bien, a priori, En Kinyan, le goy Beretz Israël Afkia Gdusha, le fait qu'un goy achète une terre n'ôte pas la sainteté. Mais, nous disent les commentateurs, tout ça, c'est lorsque l'obligation est minatora. Lorsque l'obligation est midrabanan, eh bien, on voit dans la Gemara que si l'obligation n'est que midrabanan, lorsque le goy a acheté la terre ou qu'elle lui appartient, il n'y a pas de mitzvah, de gdusha. D'ailleurs, la solution, la première solution dont on a parlé tout à l'heure, d'acheter chez les Arabes qui habitent en Eretz Israël ou aux Palestiniens, eh bien, on ne respecte pas les lois de Shemitah sur ces fruits que l'on a achetés. C'est bien parce que l'on a accepté que lorsque la mitzvah elle est midrabanan, eh bien, il n'y a pas de sainteté et on peut acheter et vendre la terre. Alors, quelqu'un pose la question, mais la gdusha de la terre est éternelle. Eh bien, je vous remercie de cette question. Elle est très, 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 très importante. Alors, la réponse à cette question, c'est que vous avez 2 niveaux de sainteté. Vous avez une sainteté effectivement éternelle, qui avant même que le peuple juif était en Eretz Israël est une terre sainte, bien entendu. Dieu l'a donné à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il n'y avait pas encore de mitzvah sur ce qui pousse en Eretz Israël. Parce qu'il y a une deuxième sainteté. Cette sainteté qui vient de la présence des Juifs en Eretz Israël et de savoir quelle présence de toutes les tribus du peuple juif en Eretz Israël. Et c'est cette sainteté supplémentaire qui permet, qui rend obligatoire un certain nombre de mitzvot. Alors, c'est encore un peu plus complexe que ce que je vous expliquais, mais de manière brève, eh bien, c'est bien de comprendre qu'il y a 2 notions de Kedusha. Que par exemple, si la terre n'est pas dans nos mains, nous avons quand même une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Mais la mitzvah n'a pas la même valeur que lorsqu'Eretz Israël est dans nos mains. C'est une mitzvah, mais ce n'est pas la même grandeur de la mitzvah. C'est pour ça que
le retour des Juifs en Eretz Israël, nous a ajouté déjà la Kedusha, qui fait de notre mitzvah de s'installer là une mitzvah plus grande que ce qui existait auparavant. Auparavant, l'importance de celui qui habitait en Israël, c'est que chaque Juif qui allait en Israël ajoutait un petit peu de sainteté et qui allait rendre la mitzvah d'y habiter plus importante. Les premiers, eh bien, ils ont le grand mérite d'avoir été ceux qui ont amené la deuxième dimension de sainteté sur Eretz Israël. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre question. Question extrêmement importante. Voilà. Alors, nous disons que au moment qu'on a vendu au non-juif, la sainteté des mitzvot n'est plus. Et par conséquent, on peut travailler la terre, on peut ensuite cultiver, on peut ensuite vendre. Alors certains disent pas tous les travaux, certains travaux oui, certains travaux non. On ne va pas entrer dans tous les détails. Ça, c'est le grand principe du Heter Mechira. Et ça, c'est la solution qu'a préconisé le Rav Kook. Entre autres, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Ça existait déjà, le Rav Spektor de Varsovie avait déjà donné de faire cette solution. Beaucoup ont proposé cette solution et le Rav Kook l'a adopté et puis l'a adopté de manière très forte. D'une part, il a dit c'est seulement maintenant parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et puis finalement, c'est vrai que les difficultés ne sont pas les mêmes qu'à l'époque de Rav Kook. L'époque de Rav Kook n'était pas très nombreux en Israël et vraiment, il n'y avait pas la possibilité d'importer comme aujourd'hui. Et il y avait un risque de ne pas avoir de quoi manger. Ce risque n'existe plus aujourd'hui, mais c'est considéré aussi qu'on est en cas de nécessité parce qu'on ne peut pas, dans un État moderne, ne pas avoir d'agriculture pendant toute une année. Alors, et puis il faut donner à manger à tout le monde à des prix qui sont très élevés, comme ils sont de toute façon, mais quand même autant que possible abordables. Alors ça, c'est la mitzvah de... Alors peut-être que je vais vous... on va partager encore un petit texte. D'accord, Rabbeinu et Johan? Oui, oui. Voilà. Alors, oui. Alors ça, c'est un texte du Rav Kook. Alors, lui, il explique à propos de l'interdiction de l'autochonen, cette interdiction de vendre une terre à un non-juif. Qui vend c'est enakavana, qui im tovat Israël, comme sheveti b'divrei ilchot eretz Israël, et shal kol panim lismoch al kol panim l'inyan bechira lizman. Alors, explique le Rav Kook. C'est vrai qu'il y a une interdiction de vendre une terre à un non-juif. Mais lorsque cette vente elle est faite dans l'intérêt du peuple juif, pas contre son intérêt, mais dans son intérêt, eh bien, c'est sans aucun doute permis, surtout que c'est une vente qui est pour 2 ans, et par conséquent, c'est pas que l'on se sépare de notre terre. Et dans la discussion qu'il y a avec la première solution, eh bien, les uns disent, voilà, vous regardez le côté technique. Vous n'avez pas vendu. Mais en fait, vous provoquez que de plus en plus de non-juifs acquièrent des terres en Eretz Israël. Et ça, c'est les arguments de ceux qui sont pour la vente. Et puis, les autres, ils disent, mais vous avez vendu, vous avez fait le texte juridique. Alors, c'est une question qu'on voit beaucoup dans la halakha. Si on regarde plutôt le côté technique ou le côté plus profond. Voilà, mais Elu Veilu, divrei Elokim Chayim, je ferme la source et puis on continue. Voilà. Et donc, on a parlé de 2 solutions, celle d'acheter chez les non-juifs et puis celle du Heter Mechira. C'est, à mon sens, Heter Mechira, c'est la solution qui, à mon avis, est en fait tout à fait valable. Maintenant, la 3e solution, elle est Otsar Beit Din. Alors, Otsar Beit Din, eh bien, ça, c'est basé sur une Tosefta, un texte qui ne se trouve pas dans la Gemara, qui n'est pas cité par le Rambam, pas cité par le Shulchan Aruch, qui a plusieurs commentaires, mais
avec le commentaire de Rabbi Moshe ben Nachman, nous avons une solution supplémentaire. Eh bien, la solution est la suivante. C'est finalement, même à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, eh bien, il y avait un problème de distribution. Certes, on pouvait aller chez le voisin se servir. Mais peut-être que quelqu'un va tout prendre, ne va rien laisser aux autres. Alors, on avait organisé ce qu'on appelle Otsar Beddin. C'est que le tribunal, le Beddin, eh bien, il prend responsabilité. Il prend responsabilité de rassembler tout ce qui a poussé et qu'on a le droit de manger, et tout ce qui a poussé et qu'on a le droit de manger, et puis ensuite de le distribuer selon les besoins des uns et des autres. Alors, effectivement, il y a des frais. Alors, ces frais, ce sont ces frais-là qui sont payés par le consommateur. C'est surtout payer celui qui a dû récolter. Et puis, les frais de distribution. On sait qu'aujourd'hui, entre les 5 séquelles que reçoit le paysan pour la pomme ou les 2 séquelles qu'il reçoit, ça coûte à Rami Lévi, il y a une part qui est des frais de distribution, du magasin, du camionnage, etc., qui sont effectivement très importants parce que c'est vrai que ça coûte de transporter de la nourriture d'un endroit à l'autre, de l'entreposer, ensuite de la distribuer. Tout ça, c'est quelque chose qui a un coût. Et ce coût-là, finalement, on a le droit de le faire payer. Voilà. Parce qu'il faut faire très attention. Parce que si on considère qu'on paye le fruit et pas les travaux qui ont été faits, eh bien l'argent, eh bien, il a la sainteté des fruits et on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Donc, il est très important de dire que lorsqu'on achète des fruits de Otsar Beis Din, à l'époque, distribuait, le paiement était pas pour le fruit. Le paiement était uniquement pour les frais du Beis Din de ramasser et de distribuer cette nourriture. Alors, l'idée est venue, voilà, on va faire notre Otsar Beis Din très, très, très large. Le propriétaire de son jardin ne va pas vendre à un non-juif. Non. Il va rendre Hefker, comme l'Halakha le dit. Il va dire, c'est pas à moi. Ah, mais il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Ah, c'est le Beis Din qui va s'en occuper. Ah, mais le Beis Din, il ne va pas récolter, il ne va pas venir et cueillir, etc. Bien, ils vont nommer le paysan comme intermédiaire pour récolter à sa place et faire les travaux qui seront permis. Ça ne va pas rentrer là-dedans, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. J'ai comme expliqué la grande question de savoir ce qui est permis et pas permis, la question de savoir est-ce qu'il est permis de faire des travaux pour que les arbres ne se gâtent pas ou pour que les fruits ne se gâtent pas. C'est-à-dire uniquement faire ce qui est nécessaire pour empêcher la mort des arbres, ou il est même permis de faire des choses pour empêcher qu'il n'y ait pas de fruits. Selon la première solution, on ne peut pas arroser beaucoup. La deuxième solution, on peut arroser beaucoup plus. Moi, je pense qu'il y a la règle comme la deuxième solution, de manière générale, mais ça, on ne va pas entrer dans tous ces détails. Alors, le Otsar Beis Din, c'est très important. Alors, à ce moment-là, les fruits, ils ont la sainteté, ils ont la Gdusha. Alors, celui qui achète ces fruits, il n'achète pas les fruits, il achète, comme on a dit, le travail qui a été fait par les représentants du Beis Din. Eh bien, ces fruits-là sont des fruits qui ont de la sainteté. Et ces fruits qui ont de la sainteté, eh bien, on n'a pas le droit de les jeter. Il faut faire très attention. Il faut les manger. Le ochla, pour les manger. Le hefsed, pas pour les jeter. Très souvent dans nos maisons, on achète des fruits quelquefois un peu plus que ce qu'on a besoin, et puis après 2 semaines, ils ne sont pas tellement bons, et hop, ça à la poubelle. Alors, avec les fruits de Shemitah, ce n'est pas bien de faire ça toute l'année. Il faut acheter ce qu'on peut acheter, et puis sinon, en faire une tarte et quelque chose pour empêcher de jeter. C'est un péché de jeter
de la nourriture. Un péché de la Torah en vérité, ce n'est pas du tout un péché simple. Mais l'année de la Shemitah, vous avez une loi particulière, encore plus importante, qu'on n'a pas le droit de jeter. Maintenant aussi, il faut faire attention avec ce qui est comestible et qu'on ne va pas manger, de le mettre dans un parc, dans une espèce de poubelle de juifs, et lorsque c'est pourri, à ce moment-là, on va pouvoir jeter. Alors, donc, ces fruits-là, alors c'est extraordinaire. On a la possibilité d'accomplir un petit peu la mitzvah de Shemitah, de manger des fruits qui ont de la sainteté d'Eretz Israël. Ah, c'est quand même mieux qu'Eter Mechira, certains m'ont dit, d'autres disent, tu sais, c'est une combine comme une autre. Finalement, au lieu d'avoir vendu à des non-juifs, on a vendu au Beth Din, et puis qui nous a rendu. Mais en fait, alors, il y a un autre interdit avec les fruits qui sont de la sainteté, c'est qu'on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux. Alors, lorsque c'est distribué par des circuits commerciaux, a priori, c'est du commerce. Alors, il faut expliquer que le commerce, il est uniquement sur les travaux et puis pas sur les fruits eux-mêmes. Donc, ça, vous savez, tout comme l'Eter Mechira, il demande d'arrondir un petit peu les angles, ainsi c'est le Otsar Beidin. Le Otsar Beidin est une belle solution, mais elle n'est pas sans problème ilchatique. Elle pose énormément de problèmes ilchatiques parce qu'en principe, il ne faut pas peser, il ne faut pas se conduire avec eux comme du commerce. Alors certains disent, mais non, mais lorsque c'est au Bédine, alors toutes ces lois-là n'ont plus cours. C'est simplement le propriétaire qui n'a pas le droit de faire du commerce, pas les autres. Donc ce sont des solutions ilchatiques que l'on trouve, des hétérim que l'on trouve dans cette solution, et puis qui sont valables. Pourquoi? Comme pour l'Eter Mechira, puisque le fondement de l'interdiction de Shemitah aujourd'hui est midrabanan et de Rabbanan. Donc, en fait, on veut se souvenir de la mitzvah de Shemitah. Alors, comment est-ce qu'on se souvient de la mitzvah de Shemitah? Qu'on n'oublie pas, cette année-là, il faut acheter seulement, c'est un commerçant qui a vendu, qui a acheté de quelqu'un qui a fait le Eter Mechira. Ou bien, j'achète seulement, c'est quelqu'un qui a acheté du Otsar Beddin. Alors tout ça, ça nous rend conscients que nous avons une terre sainte et que c'est une belle mitzvah et qu'on veut essayer d'accomplir aussi bien que l'on peut. Alors ça, c'est l'avantage de Otsar Beddin par rapport au Eter Mechira. Parce qu'Otsar Beddin, il vous reste quand même plus de souvenirs de la notion de Shemitah que dans le Eter Mechira, puisqu'on doit se conduire avec sainteté avec les fruits. Sur le plan purement juridique, il y a autant de problèmes dans cette solution que dans la solution du Eter Mechira. Maintenant, moi je vous dis, chaque solution, elle a ses défenseurs. Et puis, il y a des défenseurs très agressifs qui disent, c'est ça la solution, c'est ça qui est bien, et les autres solutions, elles ne sont pas bien. Voilà, c'est pas bien. Et bien moi, je vais vous dire, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir. Eilu ve'eilu divrei Elokim chayim. Tout le monde a cherché une solution comme il a pu. Hein? Alors, parmi nous, les sionistes, on n'aime pas tellement la première solution. Mais on ne peut pas faire l'autruche. Toute l'année, nous mangeons des fruits et des légumes et surtout les pains qui viennent de Chutz La'aretz. Alors, effectivement, moi, ce n'est pas la solution que je vais prendre, moi, sauf en cas exceptionnel. Je ne vais pas prendre la solution surtout que beaucoup, ça vient de nos voisins, et véritablement de renforcer leur présence agricole en Eretz Israël. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire. Mais je ne pense pas que celui qui fait ça, il n'est pas bien. J'ai le droit de préférer quelque chose à quelque chose d'autre sans penser que celui qui choisit autrement, il n'est pas bien. Il est bien. Voilà. Donc, ce n'est pas interdit. On ne peut pas ajouter des interdictions puisqu'il n'y a aucun interdit d'acheter une endive d'Hollande. Ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. On a des fruits qui viennent
comme Israël exporte ses fruits et ses légumes, eh bien, elle importe. Et voilà, et aujourd'hui, on sait qu'on veut même faciliter l'importation pour essayer de baisser les prix. Ben, il faut y croire, voilà, et qu'on va renforcer l'agriculture en Israël en la modernisant encore. Tout ça, c'est très bien. Très bien. Donc, cette solution, moi, je ne l'aime pas, mais elle est valable. La deuxième solution a été un Mechira, c'est, à mon avis, c'est la plus simple sur le plan purement halachique, sur le plan du sentiment, sur le plan du cœur. La solution la plus belle, c'est celle de Otsar Bedin. Maintenant, chacun, il choisit ou il prend des trois solutions selon la proximité du magasin où il peut se servir. Pas chacun, Otsar Bedin, ça ne se trouve pas partout. Otsar Bedin, ça ne se trouve pas partout. Et ils essayent d'en faire quelque chose de très, très important, mais plus c'est grand, c'est comme un petit peu le Mchirat Trameh, ce qui était fait avec le voisin, et plus ça devient grand, plus c'est contraire à l'état d'esprit finalement de la loi à l'origine. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de millions de solutions. Si on ne veut pas utiliser les termes Mechira, il faut utiliser l'Otsar Bedin, ou bien de prendre de l'étranger, des goïms. Donc, chaque solution, voilà, si j'ai essayé d'expliquer que chaque solution a ses problèmes, eh bien, comme nous ne voulons pas, pendant une année, nous séparer de fruits et de légumes, surtout qu'on nous dit aujourd'hui que c'est ça qui est sain, c'est ça qu'il faut manger, pas manger trop de pain, pas manger trop de viande, pas manger trop de choses, manger des fruits et légumes pour notre santé, eh bien, on va se baser chacun sur la solution qu'il préfère, en sachant que toutes les solutions sont bonnes, Kol Israël Kedoshim, tout notre peuple, tout le monde est saint, tout le monde est formidable, et chacun essaye de faire au mieux, et surtout, ne rejetons pas celui qui fait autrement que ce que nous avons choisi. Voilà. Eh bien, là, dans 2 semaines, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, nous sommes tous en santé, on va se revoir pour étudier comment s'occuper de notre jardin pendant Toda Rabba, l'année de la merci beaucoup. Shemitah. Merci Voilà. beaucoup. Vous avez ouvert la yeshiva il y a quelques jours avec plus d'une centaine d'élèves. Ce soir, vous avez le mérite, grâce à Midrashet Yehuda, il y a encore plus de 50 élèves ce soir qui se sont rajoutés à l'étude. J'ai plusieurs questions. La première question, vous avez parlé, si par exemple, quelqu'un il achète des fruits sur la route, en année de non-Shemitah, est-ce qu'il doit, sur ces fruits-là, faire Trumot ou Masrot s'ils ont grandi dans un champ par des Arabes? C'est la première question. Mais, Et la alors, deuxième la année, réponse est non. Ce qui vient des champs d'Arabes, on ne doit pas prendre Trumot et Masrot. La deuxième et question. l'année de la Shemitah, il n'y a pas de Trumot et Masrot, tout est annulé? Voilà, alors l'année de la Shemitah, eh bien, sur l'année de la Shemitah, il n'y a pas de Trumot ou Maasrot, effectivement. Effectivement, soit parce que, d'après toutes les solutions, on achète des non-juifs, il n'y a pas de Trumot ou Maasrot. Si c'est l'année de la Otsar Bedin, eh bien, il n'y a pas non plus Trumot ou Maasrot, parce que c'est efficace, des choses qui appartiennent à tout le monde. Et puis, si ça a été un Mechira aussi, parce que ça a été vendu aux non-juifs. Bien que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que certaines choses sont chayav de Trumot ou Masrot, mais enfin, si on achète dans un endroit caché, eh bien, ils sont occupés de cela. Voilà, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Merci beaucoup. J'entends rien. J'ai une question. Pardon. Si on veut acheter des fleurs de Gdoucha, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'il y a des fleurs de Gdoucha Jvit? Est-ce que ça existe? Comment ça se passe? Alors, je ne me souviens pas, on va en parler dans 15 jours. Voilà, je ne me souviens pas. On va parler des fleurs dans 15 jours. Je ne veux pas donner une réponse Okay. Le sujet sans de avoir du jardin. révisé ça cette année-là. Voilà. Merci Parce beaucoup. que la question est de savoir sur quoi il y a Gdouchat Shvit. Alors, il y a certaines fleurs sur lesquelles il y a Gdouchat Shvit, pas sur tout. Alors, on va parler de ça dans 15 jours, très très bien. On va mettre ça de côté.
si on vend la terre, Merci beaucoup, Rabochko. je peux parler? Oui, Si oui, on- c'est le moment des questions. Si on vend la terre à un non-juif pour la récupérer l'année prochaine, comme l'histoire de Pessah, ça s'appelle plus vendre, ça s'appelle louer. Oui, alors dans le petit texte du Rav Kook qui parle de cela, en fait, nous avons une loi que lorsqu'on vend avec l'intention de racheter, c'est comme ça qu'on fait avec le loulav, ça s'appelle une vente. Mais c'est vrai que ce n'est pas glatt kasher, hein, je vous dis. Toutes les solutions que l'on a, elles posent des problèmes. Le fondement du Heter, c'est que selon certains, il n'y a pas du tout de Shemitah bismanazé, et que comme c'est Shemitah midarabanan, alors dans le texte, je peux vous remettre le texte qui parle de cela, le Rav Kook. Il dit par rapport à l'interdiction de vendre, puisque c'est pour 2 ans, on ne fait pas l'interdiction de vendre, mais en ce qui concerne Afkat Gdusha, qu'il n'y a pas de Gdusha, eh bien, la vente eh bien, elle ôte la sainteté pour la mitzvah par cette vente-là. Il fait la distinction entre les deux choses. C'est dans le texte du Rav Kook que je vous ai cité tout à l'heure. On ne va pas le lire, il est un petit peu compliqué, complexe, mais c'est vraiment cette question-là auquel le Rav Kook répond. Ma deuxième question, c'est si je vends mon jardin à mon voisin arabe, est-ce Alors, que je peux on va être parler le de ça. cerf Il dans faut mon pas jardin, vendre, continuer à c'est-à-dire, le travailler? voilà, le Heter Mechira, c'est uniquement pour pouvoir se nourrir. Pour s'occuper de son jardin, eh bien, ça c'est le plus important. C'est là nous gardons, non seulement on garde et techniquement, et dans le fond, et dans l'esprit, la loi de la Shemitah. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va faire dans 15 jours, comment on va faire avec le jardin. Le jardin, on ne vend pas à un non-juif. Pas du tout. Ça, c'est uniquement pour pouvoir se nourrir que l'on fait. C'est un héter que l'on fait pour qu'il y ait en Israël de la nourriture pour tout le monde, pour toute la nation, ce qui est vraiment quelque chose de nécessaire et qu'on ne porte pas atteinte à l'agriculture d'Israël. Ce sont voilà les raisons qui nous permettent de faire ces héters-là. Mais pour notre jardin potager qui se trouve à côté de notre maison, on n'utilise pas les héters Mechira. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Est-ce qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Ben, ça sera notre sujet dans 15 jours, si Dieu veut. Donc, si je mets la Hashkaya automatique au minimum pour que seulement le gazon ne meure pas, mais pas pour qu'il soit bien. Voilà, enfin, entre autres, il y a des fois, voilà, on a le droit d'arroser. Je vais encore dire, parce qu'arroser, il y a même des opinions qui disent qu'on a le droit d'arroser normalement l'année de la Shemitah. Mais pour certains, on a le droit d'arroser seulement pour empêcher que ça meure. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on est obligé de faire dans un jardin. Parce que les choses poussent et qu'on ne coupe pas, il y a des dangers d'incendie, il y a des dangers de serpents qui se promènent, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont permises, il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas. Et puis, les fruits qui vont pousser, on doit effectivement les donner à tout le monde, on ne doit pas les garder pour nous. Ça, c'est le principe très, très important. On va étudier ça dans 15 jours, Bezrat Hashem. Merci. Voilà. Une autre question, si je peux me permettre. Oui. Un des principes de la Shemitah, c'est, il me semble, la justice sociale. C'est-à-dire qu'il y a un aspect comme ça. Il me semble que dans les 3 solutions, c'est très technique et on oublie un peu cet aspect qui est peut-être un aspect essentiel de la Shemitah. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que les 3 solutions nous permettent de nous nourrir. Mais la notion de fond, de l'âme de cette mitzvah, qui est que pendant une année, je ne suis pas propriétaire, que tout le monde est égal par les fruits qui poussent chez moi, eh bien, on ne le réalise pas. Alors, je crois que c'est à 7 ans, il y avait de la Shemitah il y a 7 ans, je crois que la Ravaria qui avait proposé qu'il faudrait chaque 7 ans de voir les gens qui ont des dettes pour l'eau, qui sont pauvres, eh bien, d'annuler ces dettes, etc. Des idées très, très, très justes pour sauver l'âme de l'année de la Shemitah. Maintenant, il y a des agriculteurs qui, effectivement, ne travaillent pas l'année de la Shemitah. Ils utilisent cette année-là pour
pour étudier la Torah et qui vraiment respecte la Shemitah comme il se doit. Ce qui pousse tout seul, il le donne au Tsar Bedin ou comme ça, mais respecte la Shemitah vraiment comme il se doit. Et ne travaille pas, ne travaille pas eux-mêmes. Et ça, c'est extraordinaire, celui qui fait cela. C'est vraiment magnifique. Voilà, et ça, c'est vraiment, parce que l'idée de Shemitah, c'est plutôt l'idée de Yovel, qui est vraiment le côté social. La notion de Shemitah est aussi cette notion qu'on ne peut pas vivre seulement du travail. Eh bien, il faut aussi avoir une notion spirituelle. Alors, en fait, en Israël, on a adopté ça quelque part avec l'année sabbatique. C'est-à-dire que pendant 6 ans, on met de l'argent de côté pour que la 7e année, on puisse faire des études, étudier la Torah, etc., ne pas être esclave du travail. Et ça, c'est des très, très belles idées qu'il faut sans aucun doute développer, parce qu'on n'arrivera pas à revenir à la Shemitah de l'époque, puisque nous ne sommes pas agriculteurs. Quelqu'un qui habite en ville, eh bien, il n'y a aucune chance qu'il puisse ressentir la Shemitah sur le plan du travail de la terre, puisqu'il ne travaille pas la terre, ce n'est pas son métier, et qu'il n'a, voilà, finalement, d'une autre manière ou d'une autre, si ça vient d'être Mechira ou de Tsar Beidin ou d'acheter chez un gars, lui, il va manger, il ne va rien sentir de là, sauf s'il a pris des fruits qui ont la sainteté de Shvi. Alors, c'est pour ça que cette idée magnifique de la Torah, qu'on n'est pas esclave de notre travail, voilà, ça, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir vivre l'idée de la Shemitah d'une manière différente. Vous savez, les 4000 ans ont passé et nous vivons autrement qu'on vivait il y a 4000 ans. Les principes sont éternels et il faut savoir les établir à notre époque. C'est un beau travail qui est là devant nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était technique, c'est vrai. Voilà. Yafemod, Yofi. Alors, pour tous, bonne santé, portez-vous bien. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Voilà, Kol Tov. Voilà. Merci beaucoup, Rabochko. Et on a repris le programme en beauté avec le Rabochko. Et la semaine prochaine, il y a un programme plein. On vous fera parvenir, ceux qui n'ont pas reçu par mail, tous les différents cours qui reprennent de façon habituelle. Shalom Rabochko, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Voilà. תודה רבה.